Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Mickaël dans cette pause modéliste où on va parler un petit peu du train dans tous ses états, mais pas que. On va se faire plaisir à travers cette rencontre avec Mickaël. C'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Je vous disais en introduction, aujourd'hui je reçois Mickaël pour nous parler de son expérience dans le monde du train, dans l'expérience du ferroviaire. Je reçois donc Mickaël aujourd'hui pour cette pause modéliste. Voici Mickaël aujourd'hui dans LF Modélisme pour vous. Bonjour Mickaël, comment ça va? Loïc, ça va super, merci de m'accueillir vers toi. Bah écoute, moi ça me fait plaisir. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu dans le reportage avec le Picasso, c'était vraiment une expérience géniale. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce reportage, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît au-dessus et vous allez voir, vous allez voyager dans le temps, vous faire plaisir tout simplement. Mickaël, très heureux de te recevoir dans la pause modéliste. Qu'est-ce que la pause modéliste? C'est parler de toi, de ton expérience, justement une belle expérience dans ta carrière. Oui, une belle expérience, à commencer par le modélisme et à finir maintenant par le métier de conducteur. Donc ouais, voilà, je vais pouvoir vous parler de tout ça aujourd'hui, vous présenter ce que je fais au quotidien, quoi. Comme quoi le monde du train est vaste, qu'on soit donc dans le réel ou dans le modélisme ferroviaire, les deux se touchent. On va parler de ça, Mickaël, je te propose qu'on aille s'asseoir et puis on discute de tout ça. Allez, on discute de tout ça, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez Mickaël, on est là donc autour de la table pour cette pause modéliste avec toi. On va parler de toi. Allez, présente-toi un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Depuis la dernière fois en fait où l'on s'est vu avec le Picasso, mais parle-moi un petit peu plus de toi pour les gens qui veulent te découvrir. Eh ben moi c'est Mickaël, je suis originaire de Dijon, j'ai 31 ans. Je fais du modélisme depuis une bonne quinzaine d'années et je suis conducteur de train depuis maintenant 7 ans. Voilà. En reconversion actuellement pour évoluer, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard dans le détail, en reconversion pour maintenant faire de la ligne avec des voyageurs au TER à Besançon. Ah bah justement, on va parler de toi et de ton expérience au sein du ferroviaire du train réel. On est là aujourd'hui un petit peu pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui amène un rêve de gamin ou un rêve de modéliste à faire du train réel. Est-ce que le fossé est si grand entre le monde du miniature et le train réel? Le fossé il est pas grand, il y a du boulot. Par contre ça c'est ce que je dis souvent, être conducteur de train c'est à la portée de tous. Mais par contre c'est du boulot et c'est il faut en vouloir quoi. Il faut vraiment, c'est de l'investissement personnel, voilà c'est le bon mot. C'est de l'investissement personnel, c'est une école qui est quand même compliquée parce que il y a énormément de règlements et de référentiels à connaître pour pouvoir conduire les trains en sécurité tous les jours tout simplement. Oui, c'est vraiment la nature de la chose, c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on essaie de transfigurer, c'est la sécurité des personnes que l'on transporte ou des cargaisons bien entendu. Tu peux nous rappeler sur quelle machine tu es à peu près en général? Alors moi je suis au TER du coup à Besançon et donc du coup je conduis les rames Régiolis, c'est les rames AGC. Voilà. De belles rames, on se fait plaisir avec ça. Oui, on se fait plaisir. Alors aujourd'hui, c'est par rapport au Picasso que vous avez pu découvrir l'autre fois, il y a énormément d'électronique, d'informatique embarquée par rapport à avant. Mais oui, c'est du plaisir à la conduite, mais c'est aussi du plaisir de découvrir les paysages. On aime dire, nous, qu'on a le plus beau bureau du monde. C'est vrai, tu m'as coupé les mots, j'allais justement te le souffler en disant vous avez un bureau de travail hebdomadaire qui est fabuleux tout simplement. Ah, tout simplement, ouais. À la semaine, vous voyez défiler des décors magnifiques et comme tu disais, le Picasso, c'est vrai, la technologie a avancé, mais il traverse l'ère du temps. Le Picasso, il prend pas une ride, personnellement, je l'ai vu avec toi et c'est magnifique. Il prend pas de ride, ça c'est sûr, on l'entretient au quotidien, il a 62 ans aujourd'hui et oui, on prend du plaisir à le faire rouler et à l'entretenir pour donner du plaisir aux gens à le découvrir, quoi, effectivement. Oui. Alors Mickaël, justement toi, qu'est-ce qui t'a piqué justement? Tu nous disais que tu as commencé par le monde, tu étais amoureux de modélisme ferroviaire, donc tu étais amoureux de train avant même de commencer le modélisme ferroviaire. Oui. Donc qu'est-ce qui t'a piqué, qu'est-ce qui t'a donné cette envie, cette impulsion justement de te diriger vers le train à l'échelle 1, quoi, tout simplement? C'est la conduite des engins, la conduite des machines qui est magnifique. C'est aussi de se sentir utile, de transporter les gens, voilà, moi c'est souvent quand je descends de mon train et que je le regarde, je dis je conduis un truc aussi gros que ça quoi, et c'est juste impressionnant quoi. Oui, c'est assez exceptionnel, mais quand même le bon justement comme tu le précises entre le monde du modélisme ferroviaire, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient le tenter. Mais voilà, comme tu dis, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Ça représente en temps combien de temps pour pouvoir réaliser ce rêve? C'est 1 an à peu près, un an,
14 mois d'école où il faut s'investir personnellement au quotidien dans son travail, dans sa formation. Et puis derrière, ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Ah oui, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de souci, quoi. N'hésitez pas, venez nous rencontrer, nous sur les quais, tout simplement. Venez nous poser des questions si vous avez des questions. Et puis, on prendra un plaisir à vous renseigner, à vous rediriger pour vous montrer comment nous rejoindre, quoi. Ouais. Bon, Mickaël, toi, si on devait te donner, bon, on sait que le Picasso, il est dans ton cœur, mais toi, si on devrait donner tes coups de cœur au niveau locomotive, au niveau historique, un petit peu, ça serait? Moi, au niveau locomotive, ça serait la RE 460 des CFF. J'adore cette machine, je la trouve juste magnifique, quoi. Voilà. Ah ouais, oui, et en plus c'est une compagnie donc non française, et justement ça fait rebondir sur autre chose en même temps. Est-ce que en France justement on dit souvent qu'on est un petit peu chauvin, SNCF, les modélistes, les puristes également, on prend du SNCF et puis voilà, rien de plus, pas de Suisse, pas d'Allemand, etc. Est-ce que tu trouves justement aujourd'hui que les modélistes ne s'ouvrent pas assez à d'autres trains miniatures avec une compagnie ferroviaire étrangère? Ça dépend des modélistes, ça dépend. Dans mon entourage, j'en ai plusieurs qui vont, certains effectivement, faire beaucoup de français, et d'autres qui vont faire du suisse, de l'italien, de l'allemand, de l'américain même. Et voilà. Ça dépend des modélistes, effectivement. Il y en a certains, un peu, si on peut dire, chauvins, parce que ils sont français et fiers de la SNCF, et du matériel ancien qui a pu passer par l'entreprise et qu'on a pu voir circuler sur les rails, mais... Ouais. Mais voilà, ça dépend de qui on a en face de nous. Et toi qui es sur justement du vrai matériel roulant, est-ce que tu t'aperçois que de nos jours le détaillage dans le monde du miniature est relativement assez proche de l'échelle originale? Ah oui, complètement. Oui, on voit aujourd'hui tel que LS Model pour citer, ou R2E pour pas faire plus de pub pour l'un ou pour l'autre. Oui, bien sûr. Mais effectivement, on voit par exemple, ou Mistral, où je vous présenterai tout à l'heure justement un modèle de chez eux. Ah, restez avec nous alors. Hein. Voilà. Et effectivement, ouais, ils sont très très proches du détaillage aujourd'hui. Où effectivement, quand moi j'observe, je reconnais ma machine du quotidien, quoi. Ça, et dans ton emploi du temps justement, parce que ça prend beaucoup de temps, tu as des horaires un planning assez chargé, je me doute bien, la famille, etc. Quand tu as ton temps pour toi, est-ce que tu arrives à trouver le timing un petit peu pour faire du modélisme ferroviaire pour toi? Alors, le modélisme, j'ai beaucoup de matériel, malheureusement en carton, comme bon nombre de modélistes. J'ai pour le moment pas la place et pas encore eu le temps de construire chez moi un réseau qui me permettrait de faire circuler au quotidien. Mais oui, dès que je peux, je les sors et je prends du plaisir à les chouchouter et à les voir rouler, quoi. Rien que le fait de pouvoir les sortir de la boîte et de les prendre dans ses mains et de les regarder, ça fait plaisir. Après tu me diras, parfois de se faire juste un simple petit ovale posé sur le sol, ça fait toujours plaisir, hein. Beaucoup de modélistes le disent assez souvent. Le fait de pouvoir mettre un petit ovale sur le sol, ça prend rien et ça fait plaisir. Bien, alors du coup tu es venu avec quelques surprises, tu nous as fait un petit peu saliver pour nous faire ce petit relationnel entre le monde du miniature et le monde réel, les trains justement. Alors avant même de nous présenter tes coups de cœur un petit peu, on peut dire ça. C'est ça, en quelque sorte, oui. Tu m'avais donné comme consigne de t'amener des matériels dans la taille que je pratique, donc le HO, qui permettait de faire un lien entre le monde réel et le monde de la miniature. Et voilà. Alors, présente-nous un petit peu ce que tu nous as amené. Alors, communauté de LF Modéliste, prenez plaisir avant tout avec Mickaël qui va nous présenter justement un petit peu de son matériel roulant. Alors, j'ai amené un modèle de chez Rocco, donc j'en parlais tout à l'heure, une RE 460 DCFF. Donc c'est un modèle particulier puisque c'est un modèle de décoration avec donc une publicité pour Internet à l'école, la Swisscom. Ah ouais, joli. Donc voilà, c'était c'est ça aussi que j'aime chez les CFF, c'est qu'ils utilisent beaucoup de matériel roulant pour faire de la publicité. Que ce soit de la publicité pour l'entreprise, pour leur recrutement à eux, ou même de la publicité pour d'autres entreprises comme le commerce et des choses comme ça. Donc voilà quoi. Cette locomotive, je la trouve très belle. Et justement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu trouves qu'en France, on ne fait pas assez ce genre de communication? Oui, je trouve qu'on pourrait utiliser le ferroviaire en France pour faire de la publicité complètement. On a des trains qui sillonnent toute la France, qui passent dans des villes. Mais on commence un petit peu, j'ai vu en gare de Niceville, je l'ai vu parce que j'étais en gare de Niceville ce jour-là, et j'ai vu une belle Civic avec Buzz l'éclair dessus.
Oui. Donc c'était, je pense, pour la sortie de Toy Story, quelque chose comme ça, un film au cinéma. Et j'ai trouvé ça super sympathique, mais c'est vrai que dans ces pays-là, Suisse ou même en Allemagne, on fait beaucoup de publicité sur les locomotives. Et moi, je trouve ça très bien. Et je te laisse continuer sur ça. Oui, bah, effectivement, oui. En France, on y arrive. On a pu voir les TGV, par exemple, avec Disney qui a fait énormément de publicité, que ce soit sur des rames classiques comme des rames Myria. Effectivement, la 26 000 Civic, c'était Buzz l'éclair, c'était pour la sortie du film, et en même temps, l'attraction, justement, c'est Disney qui était créée. On a eu Tintin sur le TGV à l'époque. On a eu Tintin sur le TGV, on a eu la rame chocolat aussi pour les expos, on a eu les rames postales. Oui, qui étaient dédiées au trafic postal, mais elles étaient quand même aux couleurs de la Poste. Oui. Voilà. Et on a aussi, du coup, parce qu'on parle de la SNCF, mais aussi il y a des entreprises privées qui, elles aussi, font de la publicité pour leur recrutement. Et je pense que rien que déjà ça peut être intéressant. On voit aujourd'hui qu'on a du mal à trouver du monde. Et je pense qu'en montrant nos machines et en donnant envie aux gens, c'est comme ça qu'on les amène vers nous. Elles sont superbes, attirantes en plus, avec une belle décoration dessus et tout. On imagine bien une belle, rame TGV complète, Buzz l'éclair par exemple. Ça serait magnifique. Attends, je la prends un petit peu. Tiens, vas-y. Je fais très attention. Il n'y a pas de souci. Et vas-y, parle-nous un petit peu plus. Donc c'est l'échelle à chaud que tu nous as dit. Oui, c'est une échelle à chaud, donc de chez Rocco, une RE 460. Donc la livrée Internet à l'école Swisscom, quoi. Un beau matériel, on sent bien son poids. Ouais, c'est du Rocco professionnel, c'est de la bonne qualité. Ouais. Rocco est vraiment amené dans tout ce qui est matériel. Alors il fait du matériel français, mais aussi beaucoup de matériel étranger. C'est comme ça que j'ai découvert cette marque notamment, avec les matériels CFF et de la Deutsche Bahn. Et ouais, c'est du matériel très propre. Ouais, c'est vrai qu'ils ont et même à l'échelle N, moi je pratique le N, il y a du beau matériel roulant aussi à l'échelle N dans cette marque-là. Donc je pense qu'il n'y a plus rien à prouver, cette marque elle est de qualité. Hein. Et en plus dans la gamme de prix, on retrouve un petit peu de tout. Tout à fait, oui, c'est accessible. C'est accessible du matériel plus ancien en occasion qui devient accessible, comme du matériel récent effectivement qui est aujourd'hui cher, mais comme tout malheureusement. Voilà, le développement coûte cher. Et justement, toi, qu'est-ce que tu en penses sur ce point de vue? Beaucoup de modélistes disent souvent ça devient un sport, une passion pour pas riches, on va pas dire ça, mais pour personnes qui peuvent se l'offrir. Parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus cher. Oui. Est-ce que tu aurais ton petit ressenti là-dessus sur les prix pratiqués aujourd'hui par les revendeurs? Alors, je trouve qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont chères. Après, bon, malheureusement, je vais pas mettre en cause les fabricants parce que le développement coûte cher, la création coûte cher, tout coûte cher. La techno augmente. La techno augmente, on voit les prix des matières premières augmentent. Là, par contre, où moi je ferais un lien, c'est surtout pour derrière, alors pas les revendeurs, les magasins, mais plus les revendeurs, on va dire, nous, les particuliers qui allons, je trouve qu'il y en a qui font augmenter les prix, qui font jouer on va dire le produit qu'on voit moins souvent. C'est vrai. Et qui vont venir augmenter les prix. Moi, j'ai vu des fois où je joue aux enchères des fois sur les sites d'eBay où j'ai vu un coffret TGV, juste des voitures, partir à plus de 450 €. Oui, c'est vrai que je trouve ça hallucinant qu'on puisse aller jouer avec les prix autant, quoi. Voilà, c'est dommage. C'est dommage que tu dis parce que ça ferme la porte aux personnes les plus modestes qui ne peuvent s'offrir une petite locomotive pour commencer. Bien que de nos jours on arrive à trouver des packs d'accessibilité à des bons prix, je pense comme à Pico, je pense comme à Fleshman également, qui avec des gammes d'entrée, avec des coffrets de démarrage. D'ailleurs, ça reste le coffret de démarrage le point d'entrée le plus accessible pour tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Puis même chez Rocco, moi j'en ai un justement. J'ai aussi commencé comme ça. J'ai un Oval justement, qui n'est pas construit, mais j'ai un Oval Rocco avec 2 voitures voyageurs et puis un petit locotracteur allemand, quoi. Génial. Et pour commencer dans le modélisme digital. C'est super, quoi. Justement, tiens, en parlant de digital, j'allais t'en parler tout à l'heure. Toi, comment tu trouves justement ce boom technologique de nos jours avec toute cette technologie qui avance à un grand pas? Aujourd'hui, c'est génial. C'est génial parce que j'ai des locomotives à la maison où je vais pouvoir les sonoriser. Elles sont même sonorisées, certaines. Et on retrouve quelque chose de très proche de l'idéal. J'ai une 26 000 Jouef Champagnole. Vraiment, voilà, Made in France, comme dans le temps on les fabriquait dans le Jura. Et aujourd'hui, je peux mettre tout le système, je peux allumer les fanaux, je peux allumer les rouges, je peux mettre le signal d'alerte lumineux et
Et en faisant rouler comme ça, j'ai l'impression d'avoir le train, mon train à moi du quotidien, quoi. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Le réalisme aussi loin, quoi. Ouais, c'est impressionnant comme tu dis. Et il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à dire l'analogique est mort, le digital est bien implanté de nos jours avec toute la technologie, et puis de toute manière ça va aller de plus en plus en avant. Mais il faut pas oublier que bon, ben voilà, c'est deux mondes différents, l'analogique et le digital. On arrive autant à se faire plaisir à faire tourner ces modèles en analogique qu'en digital, et puis c'est une question de budget parce que une locomotive digitalisée, sonorisée, et il y en a même qui font de la fumée aussi pour certaines vapeurs, on peut grimper rapidement sur une fourchette de prix, et puis ça devient beaucoup de la collection après. Hein. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, il y a des machines qui peuvent valoir très très cher. Je me suis promené dernièrement, le dernier salon que j'ai fait, c'était Meursault, où j'ai vu des machines qui m'ont plu, mais quand j'ai vu les prix, voilà, alors c'est des très grands fabricants avec du détaillage très très soigné, mais à 2500 € la locomotive, ça commence à faire cher. C'est vrai, c'est vrai. Bien, avant de présenter, je vais te laisser remettre celle-ci dans son manche, tout en rangeant justement, on va parler un petit peu de train à l'international. Si je te parle un petit peu d'Orient Express, de Transsibérien, de tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, ça m'évoque le voyage, ça m'évoque la découverte, ça m'évoque le plaisir, quoi, tout simplement, quoi. Les beaux trains luxueux du temps qui aujourd'hui, on fait revivre et qu'on entretient. Voilà, alors c'est du commercial, on n'est pas du tout dans l'associatif. Bien sûr. Mais c'est du commercial très beau, quoi. C'est vrai que pour toute personne qui aime le ferroviaire, toucher du doigt l'espoir de pouvoir faire un voyage à bord d'un Orient Express, un Transsibérien, mais il y en a plein d'autres également dans certains pays en Amérique du Sud, etc. D'ailleurs, est-ce que c'est un projet pour toi? Alors, j'aimerais, mais bon, c'est cher. Ouais, c'est cher. Hein, aujourd'hui, j'aimerais monter dans l'Orient Express, quoi, mais quand je vois que le voyage le moins cher est à 2500 €, oui. Alors c'est sur 3 jours. Hein. Mais ouais. Je crois que l'ensemble jusqu'à destination Istanbul, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 17 000 €. Ouais, quelque chose comme ça à peu près. Voilà, j'aimerais. Hein, je pense, je ne veux pas m'aventurer sur les prix. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si vous avez eu la chance déjà de faire ce voyage. N'hésitez pas à commenter. Rapprochez-vous vers moi pour en discuter et on pourra faire un sujet. Mais caresser l'espoir de faire un jour un voyage de la sorte, ça serait vraiment le rêve. Ah oui, ça serait le rêve de voyager dans ces trains que nos anciens ont connus, quoi, et qui ont pu voyager de découvrir des paysages comme ça, quoi. Mais en France, on a on a une belle France avec des belles lignes ferroviaires, où est-ce que de nombreuses associations telles que la vôtre, d'ailleurs on peut rappeler l'association? Oui, c'est la BFC, les autorails de Bourgogne-Franche-Comté, basée à Dijon. Voilà. Ah ouais, on s'est fait plaisir un fois. D'ailleurs, il y a plein d'autres dates. Est-ce que tu peux énumérer justement les prochaines sorties en Picasso? Eh ben oui, la prochaine sortie, ça sera donc le départ vers les Journées du patrimoine à Vierzon, donc le 17 et 18 septembre. J'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est ça, les Journées du patrimoine cette année. On va dire, pour être sûr des dates, il y a un site internet. Hein. Oui, www.autorail avec un s-abfc.fr. Voilà. Okay. Ou le Facebook ou Twitter. Autorail ABFC Picasso X4039. Voilà. D'accord. Donc il y a des prochaines sorties où est-ce que vous pouvez faire partie du voyage et faire un petit bond dans le passé tout simplement. Mais comme je te disais en préambule, avant même d'attaquer sur l'association et le Picasso, il y a des superbes sorties en France avec les associations multiples qui font rêver et justement sur des belles portions de lignes restaurées. Hein. Ah oui, complètement. Puis même hors association, hein, en prenant les TER, on se dit que les TER c'est le quotidien, c'est le travail ou pour aller à l'école. Mais hier, je faisais un train, je suis allé donc sur la ligne des Hirondelles, donc entre Andelot et Saint-Claude. C'est du TER, c'est du train du quotidien, mais c'est un plaisir de rouler sur une ligne aussi belle, quoi. Ah ouais, c'est magnifique. Donc voilà, nous avons un pays chargé d'histoire ferroviaire. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, l'histoire, est-ce qu'elle est importante quand on est conducteur de train et quand on est passionné aussi de modélisme ferroviaire? Est-ce que l'histoire, justement, a son importance au quotidien quand on aime ce travail, justement? Oui, moi je pense que oui. Il faut pas oublier d'où vient l'entreprise, d'où vient la SNCF, d'où vient le ferroviaire en règle générale. Et puis tout ce que nos anciens ont construit qui aujourd'hui nous permettent de rouler, quoi.
Oui, bon, vous avez vu, on est dans les conditions du direct, il y a l'ambiance de la rue, de la ville également, mais pour revenir sur ce que dit Mickaël, voilà, l'histoire est vraiment importante, ça nous permet également de nous rappeler pourquoi est-ce qu'on est à notre poste de conduite tout simplement, la sécurité bien entendu en premier lieu, et de profiter de tout ce panorama tous les jours, le plus beau bureau du monde apparemment, vu selon Mickaël. Quelque chose justement à rajouter sur le métier du conducteur avant qu'on passe à un autre sujet? Non, mais enfin oui, si voilà, comme je dis, si c'est une passion, si c'est une envie de découvrir le métier, eh ben faut pas hésiter, faut venir rencontrer faut venir nous rencontrer nous sur les quais, dans nos trains et on prendra un plaisir à vous présenter ça quoi. Et voilà, faut pas avoir peur d'hésiter, faut essayer et on a de belles surprises des fois. Hésiter, c'est essayer, tout simplement. Mickaël, je te propose, on change un petit peu de position avec la table et le décor, oui. Et puis on voit ce que tu nous as ramené en modisme ferroviaire. Voilà. Allez, on change un petit peu de position. Voilà, on a un petit peu changé de position, mais bon, on fait suit le mouvement un petit peu du soleil. Mickaël, on est toujours là. Alors, on salive un petit peu. On voit une belle boîte noire avec un liseré rouge depuis tout à l'heure. Allez, présente-nous ça. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, pour ceux qui auront connu, qui connaissent, une boîte noire avec un liseré rouge, c'est Mistral. Voilà. Et donc, du coup, c'est un autorail. Et justement, c'est l'autorail qui va permettre vraiment, comme tu me disais, de faire le lien entre le réel et le modélisme. Puisque, je pense que beaucoup s'en doutent. Voilà. Le direct, il y a du vent. Le direct, il y a du vent. Oui, effectivement, j'avais demandé à Mickaël pour cet entretien de venir avec justement des modèles à lui qui lui sont chers dans son cœur, et puis de faire un petit peu le relationnel entre le monde justement du réel et du miniature. Alors, vas-y. Eh ben, c'est tout simplement le 4039. Voilà. C'est pas, tout simplement magnifique. Tout simplement magnifique. Voilà, je prends du plaisir à le conduire. Au sein de la BFC, mais aussi je prends du plaisir de le voir rouler. Il est magnifique. De le voir rouler en vrai. Donc en plus il est sonorisé. Il faut savoir que Mistral était venu nous rencontrer, était venu enregistrer les sons sur l'autorail. Donc tu es en train de me dire que les sons qu'on retrouve dans la version commercialisée, ce sont les sons du Picasso qu'on était là fort. Voilà, pour ceux qui ont la version digitalisée, quand vous entendez les vitesses passer, ce sont les vitesses du 4039 qui roulent. Ah, le petit détail, c'était toi ce jour-là au poste de conduite? Non, c'était pas moi, malheureusement c'était il y a quelques années, puisque c'est un modèle qui... Dans le kiosque, c'était Philippe alors? Peut-être. C'est un modèle, je crois, qui est sorti il y a 12 ans. Quelque chose comme ça. Là, j'ai rencontré justement au Festival de la Vapeur à Longueville, j'ai rencontré le patron de Mistral et on en discutait, et je crois que c'est un modèle qui m'a dit qu'il est sorti il y a 12-13 ans. Il est magnifique, hein. Ouais, il prend pas une ride celui-là aussi. Et tu me parlais tout à l'heure de détaillage justement. Ouais. Là, le détaillage, on est vraiment... complètement dedans quoi. Ah, voilà. C'est clair. Hein. Là, c'est vraiment un très très beau modèle. Voilà, on est vraiment très très proche du réel quoi. Et ça, c'est génial. Ouais. Attends, je vais l'approcher un petit peu. Regardez. Donc, je fais une petite photo. Voilà. Il est vraiment magnifique. On voit bien le kiosque qui est vraiment bien réalisé. Bien réalisé, le kiosque est réalisé. Les détaillages sont vraiment nombreux, effectivement. Et puis il a bien son poids aussi. On l'a bien en main. Je te le rends. Ouais, il a bien son poids, justement, toi, ça te permet de faire ce relationnel entre le monde réel et le monde du miniature, parce que il est vraiment copie conforme, c'est ça? Ah, c'est une copie conforme, et puis surtout, c'est un train que je conduis et que je prends plaisir à conduire. Et c'est génial quand je le sors en expo, qu'on me dit c'est le 4039. Vous savez qui roule? Et là, je dis, oui, je sais, puisque je le conduis. Donc, et ça, c'est juste génial de se dire que ce matériel-là que j'ai dans les mains en 1,87e, il m'arrive plusieurs fois par an de le conduire à l'échelle 1, quoi. C'est fantastique, c'est fantastique, ouais. C'est fantastique. Et on voit d'ailleurs, vous avez un apercevoir, le sourire de Mickaël, justement, quand il parle de cette rencontre entre le train réel et son modèle réduit. Voilà, il n'y a pas de différence, on prend autant de plaisir avec l'un et l'autre au final, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais, complètement. Bien, pour rebondir un petit peu sur, on va pas dire les différences, mais la non-différence entre être conducteur et passionné de modisme ferroviaire, est-ce qu'on peut dire que l'un ne va pas sans l'autre, ou est-ce qu'on pourrait dire qu'on aura plus de personnes qui seront concernées par le train réel parce qu'ils sont modistes ferroviaires, ou un conducteur qui lui n'est pas forcé obligé d'aimer le monde du miniature?
Ah oui, non, non, j'ai des collègues qui font de la miniature comme moi, mais j'ai des collègues qui font le métier par plaisir de conduire des trains, mais qui font pas forcément de miniature dans tout ça, quoi. Donc l'un va pas forcément avec l'autre, ça dépend, quoi. C'est pareil, c'est toujours pareil, ça dépend des gens, ça dépend on va dire de l'amour, ou plutôt de la passion que les gens ont pour ça. Moi, je sais que du coup, je conduis les trains à l'échelle 1, je fais du modélisme, mais je fais aussi de la photo ferroviaire. C'est génial. Donc voilà, c'est tout un ensemble, tout un package, comme on pourrait dire. Et après, en fonction des personnalités des gens, chacun prend un petit bout là-dedans, ou à l'ensemble du package, comme moi je peux l'avoir, quoi. Ah bah c'est génial. Justement, en même temps, tu fais de la photo, moi je trouve que c'est génial. Moi aussi, je commence un petit peu parfois à faire quelques petits spots et tout, pour le plaisir avant tout. Justement, on peut rappeler en même temps, mettez-vous en sécurité, ne prenez pas de risques quand vous faites certains spots. Et puis il y a aussi des choses à ne pas faire. Ah oui, bah ça malheureusement, on peut les rappeler justement. Ah oui, je vois souvent des photos et des jeunes qui se mettent, et des moins jeunes, hein, même, hein, c'est pas que les jeunes, hein, mais des moins jeunes, pardon, qui se mettent en danger pour faire la photo. Et ça, c'est dommage, parce que un jour il y aura un accident. Et la photo, elle n'existera plus, parce que la personne, malheureusement, il y aura eu un malheur, quoi. Mais il y a quand même des règles à respecter. On sait très bien qu'on ne peut pas descendre trop proche de la voie. Il faut se mettre en sécurité. Et puis de toute façon, il y a des interdictions aussi. Il y a des interdictions. L'accès dans les emprises ferroviaires est tout bonnement interdit. Alors certains pensent que des fois c'est pour embêter les gens, pour les empêcher d'accéder. C'est pour leur sécurité. Mais c'est pour leur sécurité aussi. Voilà, moi j'y pense souvent, le trait jaune sur le quai, le trait de peinture, il n'est pas là pour faire beau sur le quai, il est là pour aussi la sécurité. Oui. Et moi je me suis rendu compte quand j'ai démarré mon école de conducteur, c'est une anecdote que j'aime bien rappeler, quand j'ai découvert, moi avant de faire le métier, souvent je m'appuyais sur un support caténaire, sur un poteau caténaire. On se rend même pas compte du danger de s'appuyer sur un poteau caténaire. Si le poteau il est pas correctement mis à la masse, eh ben, en le touchant, on peut prendre 1500 volts, voire 25 000 volts, voilà, quoi, et on peut en mourir, quoi. D'accord. Donc si tu aurais un message à passer à toutes les personnes qui font du spot ferroviaire, ça serait respecter les règles de sécurité qu'on vous demande, pour votre sécurité et pour la sécurité aussi des autres, quoi, des voyageurs et des agents SNCF, tout simplement, quoi. Oui, parce que ça peut être dans les deux sens catastrophique, hein. Autant la personne qui est heurtée ou qui subit le damage que la personne qui voit cette chose-là en réel. Psychologiquement, ça peut être très difficile également. Bref, c'était vraiment pour vous dire, ne prenez pas de risques inconsidérés pour une photo. Voilà, on peut faire de la photo tout en étant en sécurité. Donc voilà, c'était pour la petite brève. Le Picasso, il est magnifique, c'est du Mistral, on le rappelle, c'est de l'échelle 1/87e, il est digital, sonorisé, il lui manque plus qu'une petite patine là pour le rendre... Il manquerait plus qu'une petite patine. Ça fait mal parfois au cœur de le patiner, ouais, parce que nous on l'entretient au quotidien pour qu'il soit brillant et puis qu'il soit toujours bien crème et bien rouge. Donc en fait, moi je vois, si on suit le modèle réel, il est pas sale. Donc c'est vrai que j'ai pas envie de le salir. Regardez la vidéo là en fois, le Picasso il est pas sale, il est vraiment nickel. Il est propre, on y passe un coup de balai à chaque fois avant la sortie pour l'amener dans sa plus belle robe aux gens. Ah, donc, tout à fait. On va essayer de gagner sa plus belle robe aussi en miniature, quoi. Ah, nickel. En rebondissant sur le modélisme ferroviaire, toi, un petit conseil que tu donnerais à une personne justement qui voudrait se lancer dans cette aventure, le train miniature. On a parlé des tarifs, on a évoqué que parfois le manque de place aussi à la maison, le manque de temps, mais une personne qui a envie de commencer, qui te regarde maintenant, tu lui dirais quoi? De se lancer, voilà, il a envie de se lancer, qu'il se lance, qu'il essaye. Il y a des coffrets qui existent accessibles à des prix intéressants. Pas hésiter aussi à aller voir sur internet, sur la chaîne YouTube, sur ta chaîne Loïka, je pense, tout simplement, et sur d'autres chaînes YouTube où on retrouve de bons conseils pour commencer tout simplement dans le modélisme, quoi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment partager ce qu'ils font au quotidien. Moi j'aime partager mon métier, ma passion pour les trains, pour la photo, pour le modélisme. Il y a des personnes qui ont des chaînes qui partagent le modélisme en particulier, d'autres plus la photo, et voilà. Et je pense qu'il faut se rapprocher de ces gens-là, ne pas hésiter, pareil, hein, comme le métier de conducteur, pas hésiter à se rapprocher d'eux, et je pense que ces gens-là prendront du plaisir à raconter ce qu'ils aiment, quoi, tout simplement. Ah, tout à fait.
Et il y a possibilité d'entrer, ne mettez pas un frein dans ce superbe domaine, le modisme ferroviaire. Il y a des packs d'entrée, il y a des locomotives, il y a de l'occasion. Il faut trouver quelque chose, chaussure sur son pied pour pouvoir bien débuter. Ah oui, voilà, c'est sur les bourses tout simplement. Des fois, sur les bourses d'achat, on trouve des fois des petites locomotives qu'on peut voir encore circuler aujourd'hui et à des prix accessibles parce que c'est de l'occasion. Et l'occasion fonctionne très bien aussi, quoi. Il y a un très beau marché de l'occasion. Et puis surtout, c'est aussi le partage entre modélistes, d'échanger entre les expériences qui amène aussi l'évolution du modéliste en règle générale. Tout à fait, ouais, c'est ça, exactement. Voilà, il y a des clubs qui existent, des associations, des clubs, et il faut aller les rencontrer, et puis aller partager avec eux ça, et puis en général, moi je vois, j'ai fait partie de clubs et j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux, quoi. Ah oui, on apprend beaucoup, d'ailleurs sur la chaîne vous pouvez constater que parfois je vais à la rencontre de clubs, d'associations, etc. C'est pour vous les faire découvrir et pour vous montrer que c'est accessible à tout le monde, de pousser la porte et de demander un renseignement et pourquoi pas après d'intégrer et d'en faire partie à 100%. Tu parlais d'association. En aparté, tu voulais parler, tu m'as dit Loïc, je vais parler aussi d'une autre association. Oui, alors là c'est de l'association, mais donc à l'échelle 1, l'association en train touristique. Donc c'est le CFTST, le Cercle ferroviaire de territoire de Sologny-Touraine, basé à Vierzon. On a donc 2X 2100 avec une remorque XR 6100. Magnifique. Voilà, magnifique aussi. Plus récent que le Picasso, hein, ils ont 40 ans tout de même, oui. Mais forcément plus récent que le Picasso. Mais voilà, pareil, c'est une équipe de jeunes dont je fais partie depuis 2021. Je les ai rencontrés juste avant d'aller faire les journées du patrimoine à Nevers. C'est une équipe de jeunes qui est motivée et qui prend du plaisir à refaire vivre le patrimoine. On a une sortie prochaine le 24 juin au départ de Vierzon pour Paris-Austerlitz. Prenez note. Voilà, le 24 juin, Vierzon-Paris-Austerlitz avec le retour, pareil, sur la journée, des billets très attractifs, très peu chers parce que ça sera la dernière sortie de l'autorail. Malheureusement, après, on est obligé de l'arrêter pour des raisons techniques, notamment par rapport aux élastomères. On est obligé de le faire visiter par les ateliers techniques SNCF de Nevers pour voir s'il est encore capable de rouler. Donc c'est la dernière sortie. On a décidé de faire des prix très accessibles pour que les gens puissent venir découvrir la passion de faire vivre le patrimoine ferroviaire. Ah, c'est génial ça. Et au niveau associatif, est-ce que vous êtes bien soutenu ? On a donc au niveau du patrimoine ferroviaire, on a l'UNECTO, l'Union nationale des chemins de fer touristiques et des musées. Voilà, c'est grâce à eux qui nous aident, qui sont le lien en fait. On va dire voilà, c'est le lien entre nos associations et la SNCF. C'est eux qui nous aident, pareil, à rencontrer des professionnels. Je pense aux associations qui vivent avec des locomotives à vapeur qui fonctionnent au charbon, des locomotives à vapeur qui fonctionnent au fioul. C'est l'UNECTO, c'est le lien entre les entreprises, nos associations et la SNCF. C'est ça. Donc il y a un soutien quand même important derrière les associations. Vous n'êtes pas laissé tout seul justement dans tout ce qui est tâches à exécuter. Non, on n'est pas laissé tout seul. Alors on est obligé des fois d'aller tout seul à la rencontre de la SNCF ou des entreprises. Hein. L'UNECTO n'est pas non plus tout le temps avec nous. Il nous aide, il nous guide, on va dire, vers tout ça. Mais oui, c'est un bon lien effectivement pour avancer, quoi, pour se construire, quoi. Bon, super. Communauté de LF Molis, n'hésitez pas à commenter cet entretien avec Mickaël, il se fera un plaisir de vous y répondre. On a un petit peu parlé de tout, on a parlé un petit peu de toi, de ton histoire un petit peu personnelle justement, comment est-ce que tu t'en es venu à débuter dans le monde réel du train finalement. Tu es entré par cette porte-là par le biais du modisme ferroviaire et je trouve ça plutôt magique parce que ça montre bien ce qu'on disait un peu plus récemment là maintenant, que on peut franchir le pas de devenir à l'échelle 1 tout en ayant été passionné de modisme ferroviaire. Justement, le conseil ultime maintenant que tu pourrais donner à une personne qui voudrait devenir conducteur de train alors qu'il a toujours été passionné de modisme ferroviaire, ce serait foncer. Bah oui, foncez, allez voir le site de recrutement de la SNCF, allez voir ce qu'on appelle le MOOC SNCF qui va vous montrer, qui va vous faire découvrir une première porte d'entrée vers le métier de conducteur. Voilà, n'hésitez pas et puis comme ça vous allez pouvoir découvrir ça. Et puis si tu veux une anecdote, Loïc, je vais t'en donner une puisqu'on parlait de comment je suis arrivé. Et quand j'étais petit, j'avais peur des trains parce qu'ils faisaient trop de bruit. Ah oui. Mes parents m'emmenaient en gare et je me bouchais les oreilles, j'avais peur parce que ça faisait du bruit.
et aujourd'hui je les conduis. Et aujourd'hui, c'est toi qui envoie le klaxon. C'est moi qui envoie le sifflet. Donc comme quoi, même quand on en a peur tout petit, quand on grandit, on peut changer et se diriger vers tout ça. Ah, c'est super, c'est une belle histoire. Allez, je te donne cette 1 minute à toi, libre d'expression. Tu peux parler du sujet qui te fait plaisir à toute la communauté et à toutes les personnes qui te regardent, ou même dans ton entourage, peut-être un petit salut également. Oui, un salut à tous mes amis, à Philippe Lagatu qui m'a amené dans le monde du ferroviaire, dans le monde associatif. Et puis voilà. C'est du plaisir de conduire les trains du quotidien tous les jours. Ouais, ça m'émeut parce que c'est un plaisir de faire tout ça. J'aime en parler. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à nous aider à vivre dans tout ça. C'est ça qui est beau justement dans la beauté d'un échange, c'est qu'on arrive parfois à toucher une petite corde sensible au plus profond de nous-mêmes quand quelque chose nous tient à cœur. Et c'est ce qui me fait plaisir à travers cette rencontre avec toi aujourd'hui, c'est que ça te permet de te replonger dans certains souvenirs, mais pas que, et de te projeter et de voir que ce que tu as réalisé, c'est ce que tu aimes. C'est ça, exactement, ouais. Donc voilà, c'était le message justement de Mickaël. Très heureux de t'avoir reçu sur mon plateau à l'échelle, mon bureau de travail également, la vie réelle, sans tabou, sans rien, les vraies choses de la vie, le partage avant tout, le plaisir. On ne se met pas de frein, pas de barrière, il faut simplement essayer. Ou sinon, on ne peut pas savoir ce qui se passe derrière sans résultat. C'est ça, si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas et on verra pas. Exactement. Mickaël, je te dis une belle carrière à toi. Merci Loïc. Et merci d'être venu pour tous les abonnés de LF10. C'est avec plaisir et on t'accueillera avec plaisir dans nos associations. Ça sera avec un plaisir que je viendrai justement montrer les associations et le monde du train réel. C'était donc Mickaël dans la pause modéliste. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite, à bientôt. Ciao, ciao Mickaël. Ciao, ciao.